Honorable, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tous vos collègues et à la direction de votre radio. Je voudrais dire un bonjour aux chers auditeurs de la radio Victoire FM, sur laquelle je ne suis pas venu il y a longtemps. Oui, compte tenu d'un petit recul que j'ai observé par rapport à l'actualité. Pour mieux sauter, peut-être. Ah, peut-être. Honorable, merci pour votre disponibilité quand même. Avec ces récentes pluies, on constate que certaines populations de la ville de Lomé ont des problèmes, des inondations partout, des caniveaux mal construits. Mais on voit qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Mais à quoi cela est dû, honorable? Non, c'est même pas certaines populations de la ville de Lomé, hein, c'est presque toute la ville de Lomé. C'est-à-dire que c'est ce que nous disons depuis. Et quand nous disons les choses, on nous traite, nous, d'oiseaux de mauvais augure. Je crois que ce qui se passe à Lomé démontre clairement l'incapacité de ce régime à reconstruire et à développer le Togo. Voilà, c'est une question d'incapacité, d'absence de faculté à faire. Vous comprenez? Quand vous prenez le Togo et le Rwanda, comparaison n'est pas raison. Mais le Rwanda aussi, c'est un pays dictatorial là-bas. Mais là-bas, au moins, le dictateur ne veut pas quitter le pouvoir, mais il construit. Et c'est donné un exemple. Tous nos pays envoient des gens aujourd'hui en formation là-bas, en atelier de renforcement de capacité. C'est ce qu'on aurait pu attendre de ce régime. Nous aurions dit, il est là depuis 50 ans. Ça ne marche pas, ça ne nous convient pas, mais au moins on aurait vu qu'il construit le pays. Mais malheureusement, c'est ça. Pourquoi vous allez aussi loin? Même dans la ville, c'est-à-dire que le premier périmètre de la ville de Lomé, où on appelle le boulevard circulaire, qui est le commencement de la ville, le premier périmètre de la ville. Vous allez là-bas sur le corner de Ora Labora. Quand il pleut, une petite pluie, vous ne pouvez pas passer. En tout cas, si vous n'avez pas une grande 4x4, vous ne pouvez pas passer. Vous allez derrière le festival des glaces. Vous ne pouvez pas passer. Maintenant, vous revenez vers ici. Vous quittez ici, Lomé s'agrandit. Vous allez vers, disons, Vakbo Carrefour Margot. Quand vous quittez Limousine, en temps de pluie, vous ne pouvez pas aller avec un petit véhicule à Vakbo Carrefour Margot. À Gouefiovi, qui est nanti d'une très grande rue allant jusqu'à Legbasito, tout ça, vous quittez comment l'appelle-t-on, le marché nouveau, comment vous l'appelez, d'Aguela. Vous quittez Aguasieye, vous ne pouvez pas aller là-bas en véhicule. Alors, à quoi sert l'argent que produit ce pays? Et c'est ça que j'ai dit souvent. Les gens ont reçu une mission. C'est de nous amener tous, de vous amener les journalistes à dire que oui, ils ont fait telle route, donc ils avancent même si tout n'est pas fait. C'est le langage qu'on a mis dans la bouche de tout le monde. Moi, je considère que non. Que en réalité, ce qui peut être fait avec l'argent que mobilise le Togo, que effectivement, apparemment, rien n'est fait. Parce que même si vous prenez ce qui est fait, prenez la route de Ségbé. Vous l'avez pratiqué ces derniers temps. La route qui va de la Douane à Ségbé. Oui. Mais comment? C'est un tombeau. C'est un festival d'accidents et de morts sur cette route-là compte tenu de l'état de la route. Mais quand est-ce qu'on l'a construit? On l'a construit en 2010, en tant que promesse de campagne. Voilà. Lui, il construit les routes au moment où la campagne... Au-delà de ça, honorable, mais il faudrait aussi sensibiliser les populations sur le bon usage de ces infrastructures-là, parce que là, certaines populations qui jettent de n'importe quoi dans les caniveaux, tout ça, là aussi, il faut qu'on les sensibilise au moins. Mais comment les caniveaux sont construits? Comment est-ce que les caniveaux sont construits? Il y a la possibilité de construire les caniveaux tels que rien ne puisse entrer. Lorsqu'on construit les caniveaux, on les ferme. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. On fait une grillage en fer, fin, et on met aux abords, voilà, qui filtre tout ce que rien ne peut rentrer. Alors l'État n'a qu'à faire sa part avant de demander aux populations. Je suis d'accord qu'il faut sensibiliser les populations. Mais quand vous allez dans les rues, combien de poubelles sont positionnées dans les rues pour que les gens puissent déposer déposer des ordures dedans? Alors, l'État, qui a la force du pouvoir public, doit pouvoir faire sa part. Moi, il y a des choses, effectivement, que je reproche à un certain nombre de populations, ou de personnes, je ne dirais même pas de population. Et ça, c'est normal qu'on le leur reproche. Mais il faut prendre des dispositions. C'est quoi? Vous voyez des gens aujourd'hui, le fer à béton, là, ils prennent une moto, oui. Ils emballent le fer à béton dessus, ils mettent les embouts de fer à béton sur la voie du goudron, et ils sont sur la moto, ils tiennent le reste, et ils traînent ça. Mais ça, c'est un objet de destruction massive et profonde. On ne peut pas laisser ça se passer. Alors, pourquoi les forces de l'ordre sont là?
Quand vous voyez quelqu'un passer avec ça, arrêtez-le, donnez-lui une amende. Un pays aussi, c'est ça. Mais c'est ça aussi. Vous savez, un pays, moi je dis, vous parlez souvent de sensibilisation. Vous avez vu Rollins au Ghana? Au moment où vous faites la sensibilisation, s'il n'y a pas la sanction, il n'y a pas la dissuasion, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça que c'est vrai que le président Rollins, parfois même lui-même, il descendait dans les rues pour naturellement faire certains même travaux, pour voir les travaux, les voies qu'on fait, vous les voyez, il descend sur la route et il regarde les choses qui se font. Quand même le bon exemple. Regardez un dernier exemple peut-être avant de quitter ce sujet. Vous avez vu le pavé de Djidjolé qu'on est en train de refaire, le pavé de Djidjolé là qui passe devant la maison d'Adebayor. Ils ont repris la seconde partie, c'est-à-dire que la moitié du pavé. Demandez-vous, pour cette petite portion de pavé, combien ça a duré et quels sont les dégâts que ça a causé là-bas. Ils ont sectionné les canaux d'eau qui amènent la TDE vers les maisons des gens, etc. Et ils ne sont capables de rien faire. Alors, quel est le contrat qui existe entre l'État et ces gens qui prennent les marchés de telle sorte que on les laisse, lorsqu'ils prennent les marchés, faire n'importe quoi, faire ce qu'ils veulent. Oui, ils placent les blocages n'importe où, pas de déviation, rien du tout, et on a l'impression que l'État n'a pas la... C'est-à-dire que le fait n'est même pas... On a l'impression qu'ils n'en sont même pas conscients, quoi. C'est-à-dire ils n'ont même pas l'aptitude peut-être même d'aller contrôler ça. Ils sont conscients et vous avez interpellé même certains ministres sur le sujet, mais on va revenir sur ça dans le débat. Samedi, honorable, c'est vrai, on a vu l'affiche circuler, la marche des populations d'Aguenivé pour dire merci au chef de l'État d'avoir érigé leur canton en préfecture. Vous avez combattu ce projet de loi à l'Assemblée nationale, mais si les populations elles-mêmes se reconnaissent dans ce que le chef de l'État a fait, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes surpris de cette manifestation organisée samedi? Non, vous savez, moi j'ai une dénomination pour ce genre de marche depuis. C'est ce que j'appelle import-export. Alors quand on fait de l'import-export, ça ne me concerne pas, c'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas un sujet d'importance dont il faut discuter. Parce que sinon, compte tenu de la mission que le peuple nous a donnée, et compte tenu du devoir que nous avons, nous députés, nous en tant que responsables de parti, si on se met à piaillailler sur ces sujets-là, c'est comme si on n'est pas conscient de la mission qui nous est donnée. Non, laissons ces blagues-là. C'est de la comédie. Donc, sans vous, c'est nouveau Agbota Sinsou qui a écrit On joue la comédie. Ah non, laissez ces comédies. Donc, c'est un non-événement selon vous? Mais si les gens sont à la tête du pouvoir, et qu'ils ne sont pas conscients que c'est une honte d'organiser ce genre de comédie-là, laissez-les faire. Laissez-les, les Payadoua et ses chefs, etc. Laissez-les faire. S'ils croient que le poste ministériel ou etc. c'est des postes pour aller faire de la comédie, mais laissez-les faire. Oubliez ça. Concentrons-nous sur ceux dont mais selon le motif du gouvernement, c'est rapprocher l'administration des administrés. C'est ce qu'on vous a dit concernant la création de ces 4 nouvelles préfectures-là. Oui, c'est exactement ce qu'on a dit. Et c'est pour ça que la création de la préfecture d'Aguenivé a suscité beaucoup de problèmes et de critiques. Si l'opposition n'a pas voté cette loi, c'est surtout à cause du mal qui est fait aux gens d'Aguenivé, de ses alentours, et sur ce qu'on appelle la préfecture d'Aguenivé en ce moment. D'abord, plusieurs ont dit, mais quand vous coupez la préfecture d'Aguenivé, Aguenivé c'est un coin. Les Legbasito, tout ça là que vous dites, c'est aussi des cantons, des grands cantons. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme on a fait les autres milieux? Pourquoi on ne peut pas faire la préfecture du Golfe Nord et la préfecture du Golfe Sud? Et on sait que c'est le Golfe qui s'est réparti en 2 préfectures. Oui. Il n'a pas pu donner de réponse. Ok, ça passons. C'est peut-être un problème de nom. Maintenant, l'élément grave et gravissime que les gens ont soulevé, c'est qu'on a dit c'est pour rapprocher les milieux et rapprocher les administrations des administrés. Oui. Alors, on prend la préfecture d'Aguenivé là, on laisse l'élément qui a été souligné et qui est incontestable, on laisse Djagblé à côté. Alors, on prend Adétikopé et on met dans Aguenivé. Alors, les gens ont demandé à l'Assemblée, nous-mêmes aussi, de Djagblé à Thiévié, le chef-lieu de la préfecture de Zio, et d'Adétikopé au chef-lieu de la préfecture de Zio, qu'est-ce qui est plus proche et qu'est-ce qui est plus loin. On a constaté que Djagblé est plus loin de Zio et plus proche d'Aguenivé. Alors, il y a le Zio aussi qui sépare et qui passe en dessous des Adétikopé. Le fleuve alors, même. Voilà. On ne lui donne même pas le Golfe Nord. Mais alors, ça veut dire que le Zio est revenu, qui a donné son nom à la préfecture de Zio, est revenu maintenant dans la préfecture, à la préfecture d'Aguenivé. Deuxième question. Maintenant, quand on pose toutes ces questions-là, vous savez, ce qui a blessé les gens, vous savez, la réponse qui a blessé les gens, c'est que
et c'est moi-même qui ai posé la question, mais c'est le fait que le ministre de l'administration territoriale ait répondu que c'est parce que les gens d'Adeti Copé travaillent à Lomé et que les gens de Djagblé ne travaillent pas à Lomé. C'est-à-dire que vous voyez l'esprit, je ne sais pas, la mythomanie de tribalisme qui est dans la tête d'un certain nombre de personnes. Donc, Djagblé, le Lomo. C'est les gens d'Adeti Copé qui savent travailler à Lomé. Mais si Adeti Copé est loin de Lomé, et que Djagblé est proche de Lomé, et que les gens de Djagblé ne travaillent pas à Lomé, que c'est seuls les gens d'Adeti Copé qui travaillent à Lomé, vous-même gouvernant, vous ne vous êtes pas posé la question et vous voyez gaillardement devant l'Assemblée nationale vous asseoir honteusement et puis vous dites non, c'est parce que les gens d'Adeti Copé travaillent à Lomé. Non. Vous savez ce qui s'est passé dans Agouenivé? Mais au-delà de ça, vous voyez derrière ces élections préfecturales des ambitions électoralistes du pouvoir en place. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ils ne font pas de la même lecture que vous. C'est-à-dire que vous ne suivez pas mon regard, vous écoutez ma voix, que vous savez en même temps ce que j'ai envie de dire. Vous savez l'image que je vais vous présenter? Vous savez les nouveaux trucs d'Agoué qu'ils sont en train de construire là. Vous avez vu quelque part, ils ont posé 2 lions, dos à dos, où on appelle la place des 2 lions. Voilà de la République. L'intention spirituelle qu'ils ont envie de poser, c'est de poser dans Lomé. Parce que pour organiser les élections locales, ils ont peur de perdre Lomé, ils ont envie de créer dans le Golfe 2 entités municipales lourdes qui s'affrontent et qui se cognent la tête. Et c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de choses dans Agoué, on laisse Lomé parce que on instrumentalise, on est en train d'orienter les populations à faire en sorte que Agoué soit plus peuplé des populations d'un certain nombre de milieux. On creuse, on découpe, on balkanise de la même façon qu'on puisse raccrocher les populations d'un certain nombre de milieux et qu'on crée comme ça du tribalisme et des intentions de cogner la tête d'un certain nombre de populations. Donc vous lisez ils vont avoir Lomé, oui. Nous allons avoir Agoué, nous allons financer Agoué, et on va voir ce qu'ils vont faire avec Lomé. C'est exactement le schéma dans lequel ils sont partis. Ce que vous lisez dans cette c'est ce qu'on constate. Pour de décentralisation même, ça a des problèmes. C'est vrai que vous dénoncez le processus en soi-même, que ce n'est pas participatif ni consensuel. Aujourd'hui, vous êtes sur la même position. Ce n'est pas que nous dénonçons, c'est-à-dire que là, c'est des faits historiques, même de notre histoire récente, que nous révélons. Si vous voulez que les populations soient informées, je vous dis un peu les choses. Lorsqu'on était encore dans l'arc-en-ciel, le ministre de l'administration territoriale, Bawara à l'époque, nous a invités, les partis présents à l'Assemblée nationale, pour que nous discutions ensemble de la mise en place d'une commission chargée de proposer la feuille de route de la décentralisation. Ensemble, nous sommes allés, on nous a présenté les membres de la commission, on nous a présenté les orientations de travail, nous avons été d'accord. Et nous avons dit, mais nous sommes les partis politiques, c'est nous qui allons gérer. Quand vous quittez demain, c'est nous qui allons prendre. Mais il faut que les partis politiques soient associés à l'élaboration de ce document. Ils ont dit non, c'est une commission technique qui va faire le travail. Quand la commission technique va faire le travail, c'est le rapport qui va être soumis aux partis politiques, présents à l'Assemblée pour contribution. Et quand les contributions sont faites, on va à un atelier de validation avec d'autres forces qui ne sont pas à l'Assemblée, mais en même temps d'autres forces de la société civile qui travaillent sur ce thème. Le COPED, par exemple, travaille sur la décentralisation. Le CACIT, d'autres organisations travaillent, la CNSC, Concertation nationale, je crois, de la société civile, travaille sur la décentralisation. Donc, tout cela vont être réunis en un atelier de validation. Et pendant le temps de la présentation du dossier au parti à l'Assemblée et l'atelier, ça rentrera dans le débat national, que chacun puisse apporter sa pierre au débat. Alors, ils nous ont dit ça, on les a crus. On les a crus. La preuve même, c'est que lorsque la commission a fini son travail au niveau national, ils ont décidé d'envoyer des délégations dans les différents pays de la sous-région pour s'inspirer de l'expérience. Et ils nous ont demandé aux grands ensembles à l'Assemblée d'envoyer des délégués. Donc nos délégués sont partis dans les pays avec eux et revenus. Nos délégués ont juste fait le travail pour aller constater. Quand ils reviennent, ils pondent le document, ils ont gardé le document au secret, et puis après ils nous présentent un texte d'adopter. Voilà ce qui voilà, ça ne peut pas créer la confiance dans ce pays. C'est ça qui crée le problème dans ce pays. C'est comme vous magouillez, vous roulez les gens dans la farine tout le temps. Vous, votre mode de gouvernement, c'est de rouler les gens dans la farine, alors que gouverner en premier lieu, c'est faire les réformes. Voilà le régime que nous avons.
Voilà ce que nous dénonçons. Et face à tout ça, là, que préconisez-vous? Ce n'est pas que nous voulons que nous soyons associés. Le processus nous a engagés. Alors après qu'on nous joue des tours et qu'on nous tourne derrière, nous ne pouvons pas accepter. En réalité, il aurait fallu que au moins on aille vers un processus d'atelier de validation pour le document, le rapport définitif qui englobe la feuille de route pour la décentralisation. Et devant toute situation-là, que faites-vous aujourd'hui? Pour certains, le chien en bois, la caravane passe au niveau de l'UNI. Il y a certains partis de l'opposition qui sont dans les rues pour réclamer ces réformes-là. Le 21 mai, on a vu CAP 2015, le 4 juin aussi, et le 25 juin prochain, CAP 2015 sera encore dans les rues, mais les deux précédentes marches, on n'a pas vu le cas. Vous, à votre niveau, que faites-vous quand même pour ces réformes-là? Vous avez raison. Si je me souviens bien, je n'ai pas le texte avec moi, mais ça doit être le 12 décembre ou le 22 décembre de l'année 2015. Le CAR et l'ADI étaient les premiers partis ensemble à avoir envoyé une lettre au gouvernement par le truchement du ministre de l'Administration territoriale pour demander que le texte sur la feuille de route de la décentralisation soit ramené au sein des débats, que nous le discutons, que nous l'approuvions et qu'on aille aux élections locales. Si vous vous souvenez, on était les premiers détonateurs de ce mouvement-là. Mais vous avez raison, votre question va plus loin que ça. Moi, je vais dire une chose, que j'ai commencé, je crois même c'est dans votre radio ici, sinon sur Canal FM, que j'ai commencé à énoncer cette nouvelle dynamique depuis juillet 2015. C'est juillet 2015. Et que je disais que il faut aujourd'hui un mouvement citoyen sur tous ces sujets. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de problèmes au Togo. Dans tous les domaines, il y a des problèmes. Et nous disons que aujourd'hui, le moment est arrivé de dire, ça suffit. Ou trop, c'est trop. Et ça, là, ce n'est plus un parti ou un groupe de partis qui peut le faire. C'est un mouvement citoyen. Nous avons réfléchi sur la question au sein de notre parti. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. Que si on arrive dans une situation dans un pays où toutes les institutions de la République sont confisquées par un clan, où toutes les structures de l'économie sont prises en otage par un clan, et que une minorité pille la richesse nationale aux dépens de la majorité, sans vous arriver à ce niveau-là, le temps est venu maintenant de mettre les partis politiques au vestiaire. Ce n'est pas les dissoudre, même pas les partis politiques, les appartenances politiques. Il y a la nuance. Peut-être tout le monde ne va pas le comprendre. Le temps est venu de mettre les appartenances politiques au vestiaire et de se mobiliser dans un mouvement citoyen pour une action ultime. Et là, je dis une action ultime. Ça veut dire que quand vous le commencez, le minimum auquel le peuple a droit, si vous ne l'atteignez pas, il ne faut pas reculer, sauf qu'on vous tue. Voilà ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les ballets citoyens, etc. Et quand je parle de mouvement citoyen, c'est que ce n'est pas seulement les partis représentés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas aussi seulement ajouter les partis autres, mais c'est aussi les organisations de la société civile qui sont brimées, les étudiants qui ne rentrent jamais dans leurs droits, les syndicats qui ne rentrent jamais dans leurs droits, les organisations comme le CACIT, etc., qui travaillent sur un certain nombre de schémas. Comment sera mis en place ce regroupement citoyen? Est-ce qu'il faut le créer ou bien c'est un regroupement spontané qui va voir le jour? Non, comment ça a été mis en place au Burkina? Comment ça a été mis en place au Sénégal? Ce mouvement a existé au Sénégal et c'est ce mouvement qui a chassé Ouad du pouvoir, dirigé par votre ami de la société civile, Ali Ountine, en ce moment. Donc moi je crois que au Togo, je crois que ce n'est même pas mauvais que le temps soit arrivé, qu'on mette un mouvement comme ça et que quelqu'un de la société civile aussi puisse avoir à jouer un grand rôle. Selon vous, aujourd'hui, les marches sont inopportunes, hein? Non, ce n'est pas que les marches sont inopportunes. C'est-à-dire que, vous savez, moi je ne peux jamais venir vous dire que les marches sont inopportunes puisque c'est nous qui l'avons initié. C'est le CAR qui a initié les marches au Togo. Un 16 mars 1991, c'est le CAR qui, contre le général Ameyi et le général Eyadema, a initié les premières marches au Togo. Et vous savez, le phare à l'époque. Et vous savez tous les résultats que nous avons obtenus. Tout ce que nous disons, c'est que il n'y a pas de marche qui vaille si on ne met pas une orientation politique qui permet d'associer la pression au dialogue. Voilà. C'est comme ça que nous avons obtenu des résultats. Si vous avez le droit aujourd'hui, vous, Gildas Ajakoto, jeune, de venir vous asseoir dans une radio et d'interroger toutes les politiques, c'est parce que nous avons fait un travail. Et il y a une manière dont nous avons fait le travail. Mais après, ceux qui ont pris le devant, la méthode qu'ils ont utilisée a échoué. Alors il faut revenir à la méthode,
avec laquelle nous avons réussi dès le début. Et ça, dans cette méthode-là, si on revient à la méthode, je n'exclus personne. Moi, je dis, et tout le monde, et le courant qui est autour de l'ANC aujourd'hui, et le courant qui est dans la dynamique du CAR aujourd'hui, et les organisations de la société civile, ensemble que nous devons faire ce mouvement citoyen. Mais ce qui est important, c'est la méthode. Oui. Parce que si vous n'utilisez pas la bonne méthode, vous allez échouer. Les Togolais n'ont qu'à savoir que nous avons eu des mouvements, mais ce qui nous a fait échouer, c'est la méthode. Regardez l'exemple. L'exemple tout simple. C'est la marche du 12 juin. Vous vous imaginez, vous vous souvenez de cette marche? On se souvient comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Oui. Tous les ambassadeurs ont dit, c'est la façon dont nous avons géré les résultats de cette marche-là qui n'a pas marché. Parce que le pouvoir était tellement reculé qu'il fut un moment, on cherchait les responsables pour discuter et pour céder un certain nombre de choses. Les responsables n'ont pas voulu aller discuter. Voilà, nous on nous a appelés. En ce moment, on était à l'Arc-en-Ciel. Et nous avons dit, mais si les gens du CSD aussi ne sont pas là, on ne discute pas. Et ils ont reculé, ils ont appelé tout le monde. Mais est-ce qu'on a discuté? Vous regrettez aujourd'hui? Ce n'est pas nous regrettons. Nous l'avons déjà dénoncé à l'époque. Si nous avons demandé, appeler nos camarades et retrouver nous ensemble pour qu'on puisse cueillir les fruits de cette mobilisation de la population, c'est que depuis là-bas, on a commencé à agir. Je crois que c'est ça qu'il faut cerner avant de pouvoir faire les marches. Mais si vous allez encore dans des dynamiques où vous faites des marches sectaires, ou bien vous faites la marche, vous demandez aux gens, les gens appellent à vous soutenir, et vous dites que eux, ils n'ont pas le droit de parler. Comment est-ce que vous pouvez mobiliser les gens? Vous savez, c'est la méthode qui est le plus important. Dans ce genre de choses, la méthode est plus importante que les moyens utilisés. Au-delà de ce regroupement civique, au niveau du CAR, la méthode en 2 mots aujourd'hui pour sortir le Togo de ce marasme politique dans lequel il se trouve. Non, c'est ce que moi j'ai dit. Je considère que c'est la pression et le dialogue. Et le dialogue. Mais je considère dans un tout premier temps que la pression qu'on peut faire aujourd'hui, que moi j'appelle le combat ultime, cette pression ne peut être engrangée que par un véritable mouvement citoyen qui n'a pas d'allure partisane. Voilà comme ça. C'est ce que vous comprenez. La plateforme citoyenne Justice et Vérité a organisé le 9 juin dernier une conférence publique. C'est pour apporter la contribution de la société civile pour le projet de réconciliation, de décentralisation au Togo. Le CAR, vous étiez là comme l'un des partis politiques. Le débat était quand même houleux entre acteurs de la société civile et acteurs politiques. Mais dans la foulée, selon UNI, la PJ est caduque. Il faut revoir d'autres tests aussi, comme le CPDC renouvelé, et recommandation de la CVJR. Pour certains, c'est une déclaration qui frustre tellement. Est-ce qu'au cas, vous étiez surpris de voir que l'UNI dit que le CPDC est caduque? La PJ est caduque. Il dit que la PJ est caduque. La PJ est caduque. Non, mais c'est-à-dire que il a gaffé. Moi, c'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles ne me demandez pas de m'attarder, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement, je sais pas comment le dire. Nénois ou à faire pas, moi je n'aime pas qu'on me demande d'en discuter. Voilà, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé le mot direct pour le dire en français. C'est pour ça que je dis comme ça. Nénois ou à faire pas, je n'aime pas être associé. Voilà. Si la chose est trop nauséabonde, j'aime pas qu'on m'associe à ça. Moi, c'est la seule réponse que je donne. Un point, un trait. Un point, un trait. Non, franchement. Est-ce que vous faites allusion aussi à d'autres réformes par rapport au CPDC renouvelé, aux conclusions de la CVJR? C'est comme si vous prenez trop les accords, bien les réformes prescrites par l'APG. Vous ne faites pas allusion à d'autres tests aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui doit être fait figure dans l'APG. Quand vous prenez le point 3.1 de l'APG, jusque sur les réformes concernant la bonne gouvernance, c'est compris dedans. Donc, en fait, ce que la CVJR a fait a englobé aussi dans une grande partie que ce qu'on a fait dans l'APG. Nous savons, si on prend les dispositions de la CVJR et qu'on veut vraiment les mettre en œuvre, on veut trouver des conclusions dessus, on prend en compte aussi l'APG. Voilà. Donc, je considère que, en réalité, l'un dans l'autre, ces deux choses-là se rejoignent nécessairement. C'est vrai que la CVJR a fait des constats sur un certain nombre de dommages qui ont été causés. La partie réparation des dommages, etc. Voilà, ça, c'est un pan total. Mais, sur tout ce qui concerne la réforme politique, dites-moi un point dans l'APG que la CVJR n'a pas touché. Dites-moi. Donc, en réalité, non, c'est du Maus, ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, je crois, non, Gildas, ce qu'ils font là, c'est trop nauséabond. Et moi, je considère que s'ils en arrivent là, c'est parce qu'ils ne voient plus rien en face. A dit, au fond, qu'on m'a mis là, Gildas. Voilà ce qui se passe.
au fourgon, mes amis, c'est-à-dire que les blancs qui nous écoutent ne vont pas comprendre ça, mais voilà tout simplement ce qui se passe. Et ça doit nous amener à réfléchir, sérieusement. Vous êtes sur la 96.3 Victoire FM. On prend la direction de l'Assemblée nationale. L'honorable Jacques, ici, la semaine dernière, vous avez soumis à l'oral le ministre des Sports, Guy Madieu Lorenzo. Quels étaient les sujets sur lesquels vous l'interpellez? Oui, le ministre a été interpellé sur les problèmes qu'il y a dans le domaine du sport, le sport en général, mais beaucoup plus accru sur le football. C'est-à-dire que deux sujets ont quand même été mis en épingle. Le sport a été vu de manière générale, les stades, comment ils sont gérés, l'état du stade de Kégué qui est là-bas, quand vous le comparez au stade du Libéria, quand vous le comparez au stade de l'Amitié du Bénin, alors que ces pays-là n'ont pas plus d'intelligence, plus de connaissances, plus de goût et plus d'élégance que nous. Tout ça a été évoqué. Mais deux sujets ont fait le pic. Ces deux sujets-là, c'est les comptes de la CAN 2013 et l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et sport, dont les étudiants qui en sont sortis sont toujours au chômage depuis un certain temps, alors qu'ils ont passé le concours avant de venir. Heureusement, sur l'INJS, problème que j'ai déjà soulevé au moment de l'adoption du budget, il y a une orientation qui se dessine. Mais nous attendons rapidement l'application. Franchement, parce qu'il ne faut pas qu'on nous promette tout le temps. On vient devant les députés, on prend des engagements et que ces engagements restent en l'air. L'idée aujourd'hui, c'est que, au niveau de l'INJS, tous ceux qui vont sortir de l'INJS vont avoir une fonction en même temps. Ils ne seront pas obligés de passer encore par un concours. Parce qu'ils font le concours avant de rentrer. On fait le concours avant de rentrer à l'ENI. Quand on sort de l'ENI, on a une fonction. On sort de concours, on fait le concours avant de rentrer à l'ENA. Quand on sort de l'ENA, on a une fonction. Pourquoi on va faire un concours avant de rentrer à l'INJS et quand on sort de l'INJS, on va rester au chômage sur le carreau alors que nous avons des besoins en professeurs de sport. Le total du minimum de besoins en professeurs de sport au Togo aujourd'hui, suivant les chiffres que le ministre même donne, se situe autour de 840 à 850. Mais il y a 250 étudiants de l'INJS qui sont sur le carreau et qui sont au chômage. Comment vous pouvez comprendre ça? Bien formés. Voilà, bien formés. Vous avez besoin de 840 personnes. Il y a 250 personnes, vous les laissez au chômage sur le marché. Les écoles sont vides, alors que d'autres doivent encore partir à la retraite à la fin. Il y a une grande vague qui va partir à la retraite, je crois, c'est à la fin de l'année 2016 ou 2017. Donc, le ministre Ayassor a déjà promis, au niveau de vote de budget, que tous ceux qui sont sortis de l'INJS vont être engagés et que désormais, lorsqu'on sort de l'INJS, c'est que on va immédiatement rentrer en fonction. Voilà. Et j'espère que ça va être réglé, que ce problème ne demeure pas jusqu'à octobre 2016 et qu'on revienne encore au niveau du vote du budget pour le demander. Donc, laissons le sujet de l'INJS. Disons que ça pour les comptes de la CAN 2013. Voilà. Revenons sur les comptes de la CAN 2013. C'est là où le bas a blessé, a vraiment blessé, parce que le ministre n'a pu nous donner aucun chiffre. Il n'a pu nous donner aucune réponse. Et lui-même, il est venu il n'y a pas longtemps, on le comprend. Mais on ne peut pas donner de blanc-seing. Ce n'est pas une circonstance atténuante parce que l'État, c'est quand même la continuité. L'État ne se coupe pas, reste en demeure et recommence à un autre jour. Qu'est-ce qu'il nous a dit exactement? Il dit, c'est deux cabinets. Le cabinet 2IC et le cabinet KPMG, que nous connaissons très bien, qui a procédé à l'audit de la CAN. Et l'audit a révélé des anomalies qui doivent être justifiées. Des anomalies qui doivent être justifiées. Alors, il dit, comme il y a des anomalies qui doivent être justifiées, la primature a demandé à ces deux cabinets, de corriger et de chercher à savoir où est-ce que les choses sont parties, en fait de chercher à savoir ici il faut mettre les gens en cause et etc. Donc ce qui a besoin de retravailler le texte et de pondre un rapport définitif où les gens doivent être sanctionnés s'ils doivent être sanctionnés. Jusque là le document n'est pas encore prêt. Le ministre nous dit que le rapport définitif n'a pas encore été déposé. Moi c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a choqué. Alors que le premier ministre Aoumé avait déjà dit que le rapport était prêt. Qui dit la vérité, qui ment?
Est-ce que c'est le gouvernement actuel qui ment? On va savoir. C'est Aoumé qui a menti? On va en savoir plus qui, entre le gouvernement et le Premier ministre, qui dit la vérité dans cette affaire des comptes de la CAN 2013. Le Togo était en Afrique du Sud. Il a de cela 3 ans. C'est vrai que le Premier ministre d'alors, Ahmed Zounou, avait promis faire les comptes aux personnes ne gardera pas devant lui un seul centime. Nous rendons compte dans les détails de ce que nous avons fait dans le cadre de cette organisation. Rien ne restera secret, que les uns et les autres se rassurent. Personne ne gardera par devers lui un seul centime de ses fonds. Si nous avons la preuve qu'il y a des manquements, ces manquements seront redressés. Si nous avons la preuve que quelqu'un a gardé 1 franc par devers lui, il le rendra jusqu'au dernier centime. Et je voudrais donc rassurer les Togolais que cette fois-ci, tout cela fait de la plus grande transparence. C'était le Premier ministre Ahmed Zounou sur les comptes de la CAN 2013. Honorable, aujourd'hui, 3 ans après, les Togolais se demandent toujours à quand ces comptes-là. Et vous avez interpellé le ministre des Sports. Est-ce que vous êtes satisfait de son passage devant vous? Non, c'est ce que je disais. Mais vous, heureusement que vous avez la bande. Il y a eu après encore une autre bande et où il disait que lui n'a pas vu un seul franc passer. Il ne sait même pas si la couleur de ses billets, c'est du rouge ou du vert. C'est lors de passation de service avec Classou. Et voilà, et à cette occasion, il disait que le rapport était prêt. Le rapport est là. Alors, quand le ministre Lorenzo dit aujourd'hui que le rapport définitif n'a pas encore été déposé, et Aoumé dit le rapport est prêt, il va être publié. Et qui dit la vérité? Un gouvernement à la tête d'un pays peut se permettre de mentir? Entre le gouvernement Aoumé et le gouvernement Classou auquel Lorenzo appartient aujourd'hui, lequel dit la vérité? Maintenant, est-ce que le rapport sur le ministre Lorenzo, des manquements qui ont été vus dans le document doivent être corrigés et le document doit être déposé au ministère des Finances, au ministère des Sports? Parce que là, ils n'ont pas le document pour se prononcer là-dessus. Oui, mais comment se fait-il que quelqu'un dit que le rapport définitif est déposé et que l'autre dit que le rapport définitif n'est pas que le rapport définitif est prêt et que l'autre dit que le rapport définitif n'est pas déposé? Non, la question qu'il faut se poser et la fouille qu'il faut faire, vous journalistes et nous, c'est est-ce que le rapport est déposé? À quelle date le rapport est déposé? Alors si le rapport est déposé, qui l'a gardé sous éteignoir? Pourquoi le rapport n'a pas été publié? La dernière fois, le ministre Lorenzo parlait du ministre des Finances. Alors si le ministre des Finances a le rapport, le ministre des Finances n'a qu'à publier le rapport pour le peuple togolais. C'est le peuple togolais qui a cotisé. Je suis allé encore loin, je lui ai posé une question la dernière fois. Supposons même que le rapport n'est pas là. Et que, au moins, l'audit est là. Oui. Mais devant l'Assemblée nationale, nous avons la légitimité, la légalité, tous les textes nous permettent de savoir quelles sont les grandes lignes qu'il y a dans l'audit. C'est ce que je lui ai demandé. Combien est-ce que nous avons pu recueillir en ressources en tout? Puisque on a augmenté l'argent sur le ciment, vous vous rappelez, nous avons tous payé. On a augmenté l'argent sur quoi encore? Sur les boissons, on a augmenté l'argent sur cellulaire, sur les communications cellulaires. Sur les coûts de communication, voilà. 5 francs, nous avons il y a eu les gratuitement. sponsors. Et je lui demande tout ça, ça fait combien? Première partie. Deuxième partie, quelles sont les grandes lignes des dépenses qui ont été faites? Quand on nous donne les grandes lignes des dépenses, maintenant, les anomalies dont il parle, qui ne sont pas justifiées, en quoi cela consiste? Et qui est venu prendre ces sous-là et que ce n'est pas justifié et qu'on les appelle anomalies? Au moins, en tant que député, il n'a qu'à nous dire ça. Et il nous dit, OK, il va voir le ministre des Finances pour pouvoir nous envoyer au moins le rapport d'audit, qui va nous l'envoyer par écrit. Je patiente encore une semaine, jusqu'au vendredi prochain. Si le rapport, comme il a promis à l'Assemblée nationale, nous a promis à l'Assemblée nationale n'est pas venu, on va encore le relancer. Peut-être pas un courrier, je vais encore relancer. Mais c'est vrai que l'autre fois, les questions n'étaient pas finies. Il a promis revenir après sur la suite du débat. Au moins ce document-là, il a promis par écrit. Il a promis qu'il va l'envoyer par écrit. Non, c'est même pas qu'il a promis. Il a fait une déclaration devant l'Assemblée nationale qu'il va l'envoyer par écrit. Mais ce sur quoi nous et vous, nous devons ensemble travailler, c'est est-ce que le rapport définitif, parce que c'est dans le rapport définitif qu'on verra qui a pris quoi. Nous savons qu'il y a des gens. Est-ce que nous savons la direction des finances a été assurée par Étienne Baffaye. Et le ministre des Finances, je ne sais pas si lui-même il est dedans. Mais c'est-à-dire que, est-ce que en réalité, on a bouffé derrière le dos du Premier ministre Aoumé? Puisque lui dit qu'il ne connaît même pas la couleur. Il n'a pas vu un seul si on lui a bouffé derrière le dos, pourquoi il se tait? Qui est-ce qui l'empêche de parler ou moins de dire ce que... Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est caché. Il faut que ce rapport-là soit publié et que nous tous, qui sommes non seulement des contribuables, mais qui avons payé directement sur nos prix de ciment, sur nos prix de Togo cellulaire, sur nos prix de boissons,
qu'on sache. Vous pouvez pas aller prendre l'argent chez quelqu'un et ne pas être en mesure, ne pas sentir le devoir de lui faire les comptes. Donc aujourd'hui, 3 ans après, pour certains, vous êtes tellement en retard, 3 ans après, vous rebondissez sur ce sujet. On se demande si 1 an, 2 ans, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous avez attendu jusqu'à 3 ans? Non, moi je demande ce dossier depuis. Mon interpellation même date de l'année passée. C'est-à-dire que l'interpellation qu'on a finalement fait sortir la dernière fois, cette interpellation date de l'année passée et Gilda, ça ne vous dit pas. C'est pas tout que je dois venir révéler ici. Il a fallu des problèmes, il a fallu même, je ne sais pas si vous êtes au courant, une lettre ouverte que j'ai envoyée au Premier ministre pour lui dire que nous avons déposé plusieurs interpellations et les gens nous accusent dans les rues. Que fait l'Assemblée nationale? Mais que le gouvernement ne répond pas. Et qu'il revient de sa responsabilité de faire en sorte que les ministres viennent devant l'Assemblée nationale. La réponse du Premier ministre aussi envers vous était tellement sèche. Il n'a pas été content. Et sa réponse a été comme une guerre. Mais moi, ça, je ne sais dire que sur les questions. C'est comme si vous ne maîtrisez pas les règles de... Voilà. Alors que, en réalité, c'est moi qui maîtrise les règles. Parce qu'on peut faire une interpellation au Premier ministre, au ministre. Mais, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la République, il y a la violation d'un certain nombre de règles constitutionnelles, notamment le titre 4 de la Constitution qui parle des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Tout citoyen, je ne dis même pas député, un député c'est encore très haut, tout citoyen a le droit d'écrire au Premier ministre, tout citoyen a le droit de demander au Premier ministre qu'il y a telle et telle règle dans la Constitution qui ne sont pas respectées. Ce n'est pas une interpellation que j'ai fait au Premier ministre. Non. J'ai fait tout un tas d'interpellations qui sont là. Mais il se fait que on ne répond pas à mes interpellations. On est en train de biaiser, on est en train de dribbler l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce que j'ai appelé à l'attention du Premier ministre, ce qui est dans mon bon droit. Ça, c'est même dans le droit d'un citoyen simple, qui n'est même pas journaliste, un simple citoyen. Mais apparemment, c'est comme s'il ne nous a pas compris. Prendre le temps de faire ça. Bon, il s'est livré à une guerre contre moi, mais moi, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est le peuple togolais qui m'intéresse. Restons toujours à l'Assemblée nationale, honorable. Aujourd'hui, pour avoir les ministres à répondre à vos questions, c'est difficile. Le président de l'Assemblée nationale même avait souligné ça lors du vote des 4 nouvelles préfectures. Pourquoi les ministres ne sont pas disponibles quand vous voulez les voir au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lorsqu'il y a un texte, un projet de loi, une proposition de loi à voter, ils viennent. Mais lorsqu'il y a les interpellations, ils n'ont pas envie de venir. Je ne comprends pas. Et c'est ça, c'est là où la lettre du Premier ministre Classou m'a un peu frustré la dernière fois. C'est que quand il est parti là-bas à la primature, vous vous souvenez, dans mes interventions, je dis, c'est un des nôtres. Et je considérais qu'il allait travailler là-bas au nom des siens. Quelqu'un a dit dans son livre, au nom de tous les miens. Parce que, je ne dis pas des nôtres, parce que il est du même parti que moi, mais il était membre de l'Assemblée nationale. Et il déplorait les mêmes choses que nous, il subissait les mêmes choses que nous quand on était à l'Assemblée. Et il fait partie des rares personnes qui sont députés et qui sont devenus premiers ministres. Ceux qui étaient là avant lui n'étaient pas, pour la plupart, députés avant de devenir premier ministre. Donc il vous connaît, croyez qu'au moins arrivé à ce poste-là, il connaît nos réalités et nous considérons que c'était un des nôtres qui était allé le là-bas. fil de votre raisonnement. On a un auditeur en ligne, le 22 21 80 80 92 02 80 63. On a monsieur Hilaire. Hilaire, bonjour. Bonjour Gildas, bonjour honorable. Oui, attendez, je mets mon casque. Oui, c'est bon, oui. Oui, Hilaire, allez-vous. Oui, allez-y. Je voudrais que l'honorable nous dise un peu comment se porte d'abord le cas, parce que la question n'a pas été posée. On sait que le cas traverse une crise grave. Donc, qu'il nous dise d'abord comment va le cas. Et ensuite, l'honorable a pris dans la première partie de l'émission à dénoncer un certain nombre de choses que nous partageons par rapport à la gestion de la décentralisation des infrastructures et autres. Mais je voudrais savoir, par rapport, en faisant un petit parallèle, par rapport à la crise, puisqu'il a dit qu'une gestion tribaliste, paternaliste de ce pays, par rapport à la crise au cas, qu'est-ce qu'il peut proposer de mieux, vu ce qu'ils sont en train d'offrir aux yeux des Togolais? Pour la sortie de crise, quoi. Oui. Non, par rapport au fait que, eux aussi, au niveau du CAR, il y a un retour annoncé
de Maître Agbouibo qui veut récupérer son parti, dit-on. Donc, qui nous disent qu'il fasse concrètement. Oui, Merci. C'est vrai que la question est réservée pour la fin de l'émission pour notre invité. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, Judas. Bonjour, Judas. Bonjour, Monsieur Gado, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Gado. Je vous ai écouté, c'est bien. Si aujourd'hui, moi, Gado, je me lève avec les conditions réunies, demandant les réformes, est-ce que vous allez me suivre pour les avoir et après on ira aux élections? Ah oui, ok. Et après, mais on peut devenir amis au deuxième tour. C'est ce que vous voulez dire maintenant. Ok. Gado, Monsieur Gado vous a compris. Derrière vous, c'est comme la vie. Comme la vie, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Allez-y. J'aimerais intervenir par rapport aux réformes dont on parlait, monsieur Kissi. Souvent, les opposants, lorsqu'ils viennent sur l'antenne, ils nous font croire que c'est le pouvoir qui a freiné les réformes depuis la signature de l'accord global. Mais je constate que depuis le lendemain de cet accord, le gouvernement a allé loin en organisant l'élection législative, en faisant le gouvernement d'union nationale, en formant le cadre CBDC pour les réformes. Mais c'est l'un de leurs partis de l'opposition qui a encore freiné le processus de ce cadre. Maintenant, si vraiment ils sont conscients que c'est dans l'opposition même que le problème se pose, il ne serait pas mieux de voir monsieur le maître Agbouibo qui avait conduit les discussions, d'aller voir le gouvernement comment on peut relancer ces discussions au lieu de rester loin et accuser bien les autres. Le gouvernement qui avait bien voulu faire les réformes, mais c'est l'un de leurs partis, l'ANC ou bien le CID alors, qui avait freiné, qui dit qu'ils ne sont pas là, ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on peut croire que c'est le pouvoir qui refuse. Parce qu'eux aussi, ils sont pour quelque chose. Donc, c'est vrai que vous voulez qu'on se concerte pour opérer ces réformes ensemble, au lieu de rester chacun dans son camp pour accuser l'autre. Merci beaucoup à Monsieur Komlavi. C'est fini pour les coups de fil. Honorable, aujourd'hui, c'est vrai que la question à la crise de votre formation politique, on va en débattre à la fin de l'émission. Pour la décentralisation, pour Monsieur Gado, est-ce que si quelqu'un se lève aujourd'hui, vous pouvez le soutenir après? Vous allez revenir. Oui, merci Monsieur Gado, merci beaucoup. Et ça me donne l'occasion de dire un certain nombre de choses. Vous savez, au niveau où on nous a placés aujourd'hui, même si nous sommes jeunes, on doit travailler beaucoup plus sur les principes et les questions de responsabilité. Je ne traite pas des questions de personne. Je suis désolé Monsieur Gado, ce n'est pas qui va se lever. Ce n'est pas une question de personne. Le Togo est grand. Moi je dis, vous savez, avant j'avais l'habitude de dire que quand bien même, je n'étais même pas encore député, mais j'étais déjà secrétaire national du CAR. Quand les gens me demandent ma fonction, je disais que j'étais planton de la République. Parce que je considérais que la République est tellement grande que je ne mérite que d'être son planton. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une question de personne. Le problème du Togo, c'est que vous personnalisez. Mais qu'est-ce que l'intérêt de ce qu'une personne peut devenir? Lui, s'asseoir à la maison, mettre ses mains entre les jambes et chercher à devenir quelque chose. Qu'est-ce que ça a par rapport à l'intérêt des Togolais en général? Par rapport à ce que les Togolais vivent? Je ne souhaite pas que les gens me posent des questions de personne. Mais selon la population, c'est comme si vous aujourd'hui, on considère que aussi vous aujourd'hui, les politiciens, c'est comme si vous ne mettez pas le peuple au centre de vos actions. Pour certains, vous militez pour vous-même. Chacun est majeur, mais sortez-moi quelque chose dans mes interventions, dans mes actions, qui fait que c'est ma personne que je mets devant les choses. Non, moi je suis prêt à servir. Je vous disais tout à l'heure que même si le mouvement citoyen tel que ça se dessine montre que il y a une personne d'envergure de la société civile qui peut le piloter, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Vous serez derrière lui. Il suffit que on arrive à trouver la meilleure méthode. Je vous dis, ce qui est important, c'est la méthode là. Il y a de grands hommes qui ont discuté, qui ont dirigé les mouvements dans ce pays, mais c'est là où nous avons utilisé des mauvaises méthodes que nous avons échoué. C'est vrai que bon, pour comme la vie, pour les réformes, c'est vrai que la responsabilité doit être partagée. Hein. Ce n'est pas seulement accuser le pouvoir qui est la base. Non, je suis d'accord avec lui. Et il a parlé un peu longuement. Je souhaiterais que
je souhaiterais l'apaiser et lui dire que ce serait mauvais et mensonger si je dis que sur ces questions de réforme, il n'y a pas eu des erreurs au niveau de l'opposition. Je le dirai pas parce que je suis pas un homme qui croit que la politique c'est mentir, etc. Je dis souvent que je suis un bon catholique fervent qui essaye de suivre les orientations, non seulement de la Bible, mais je discute, j'écoute, je fais des enseignements avec mes frères musulmans et même avec les Alafia. C'est-à-dire que tout ce qui est dans notre tradition et qui n'est pas pour détruire, mais qui est pour construire, j'écoute tous ces gens-là et c'est là où j'apprends. Et je considère que ce serait mentir que de dire aujourd'hui que l'opposition n'a pas commis d'erreur. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que les erreurs que l'opposition a commises n'absout pas le gouvernement de ses engagements. Les 22 engagements, c'est le gouvernement qui les a pris. L'APG, c'est ensemble que nous l'avons signé avec la signature du chef de l'État. Alors, ce que recommandation de la CVGR les aussi. petites erreurs qu'il y a eu au niveau de l'opposition n'absout pas en aucun moment le gouvernement de son engagement parce que gouverner, c'est réformer et gouverner, c'est appliquer les lois. Notre dernier sujet, honorable, aujourd'hui, c'est la crise qui secoue votre parti depuis l'année dernière, vers la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Non, c'est-à-dire que vous avez raison de parler de cette difficulté. Et nous savons que les Togolais sont meurtris. Il faut que cette crise se passe et que nous sachions aujourd'hui comment le CAR est dans le cœur des gens. Des frères qui reviennent de la diaspora, certains même que je n'ai jamais entendu parler de politique, viennent nous voir pour nous dire, mais après ce qui s'est passé en 2015, on croyait que la proposition de solution allait venir du CAR et qu'est-ce que nous voilà un peu ce que les gens nous disent. Donc je crois que les militants, ils sont meurtris, ils sont dans la douleur. Mais je considère que il y a des efforts à faire de part et d'autre. La crise même, c'est quoi? Tout ce que moi je voudrais dire. On nous dit le retour d'Agbebo, la tête du parti. Certains nous disent que non, c'est Maître Apévo qui ne veut pas faire le congrès. La crise même, c'est quoi? Vous, en tant que secrétaire national du parti. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je considère, dans mon enseignement, c'est-à-dire que ce qu'on m'a appris, l'éducation, ce qu'on appelle chez nous, que on m'a appris à travers les gens, me démontre qu'on ne repasse même pas le linge froissé devant la maison du chef jusqu'à aller laver le linge sale en public. Retenez ça. On ne repasse pas le linge froissé devant la maison du chef pour aller laver le linge sale en famille. Donc ce n'est pas le linge sale sur la place publique. Donc ce n'est pas sur les radios que je vais venir m'étendre sur cette crise-là. Tout ce que moi je considère et que je vois, c'est-à-dire que mon inspiration religieuse profonde sur cette crise, ça va vers ce qu'on dit dans la Bible, le jugement de Salomon. Voilà comment je vois la chose qui se passe au CAR, où deux femmes se discutent un enfant. Et le roi dit qu'on va couper l'enfant en deux et vous le partagez. Et celui à qui appartient l'enfant a dit, si c'est comme ça, donnez l'enfant à l'autre femme qui discute l'enfant avec moi. Et moi, je suis le serviteur parce que je suis le secrétaire général derrière un président national et derrière un président du conseil sénatorial. Voilà, et je les ai servis. Certains parce que vous êtes proche du président d'honneur. Chacun peut penser ce qu'il dit, mais vous me connaissez assez et vous savez que je suis assez éduqué ou assez préparé pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Je dis, on ne repasse pas le linge froissé devant la maison du chef pour aller laver le linge sale en public. Tout ce que je dis, c'est que en suivant le jugement de Salomon, pour moi, je prends le parti du CAR. Et que c'est celui qui va vouloir couper le CAR en deux, c'est celui-là qui sera sur mon chemin. Voilà, tout simplement. Des tentatives de résolution, vous avez eu quand même à faire. Nous continuons de travailler, nous prions, nous méditons, et moi je vais continuer de travailler là-dessus jusqu'à mon dernier souffle. Depuis que cette situation s'est créée, moi je ne la considère pas comme une crise. Je prie beaucoup plus que je ne priais avant. Il y a certains qui prédisent déjà ce qui s'est arrivé à l'UFC pour le CAR. Peut-être qu'on n'en arrivera pas à ce niveau. Honorable, nous sommes à la fin de cette émission. Pour conclure. Non, je crois que la musique même vient déjà. Je l'ai déjà dit, il y a un combat ultime à mener et que ce n'est que dans un mouvement citoyen que nous pouvons sortir. Le Togo est arrivé à ce niveau-là. Les populations sont arrivées à ce niveau, on a l'impression qu'ils sont découragés. Non, mais ils sont arrivés au niveau où ils sont en mesure de dire ça suffit. Nous, les politiques,
nous devons pouvoir nous organiser pour les amener à mener ce combat qu'on a mené au Sénégal et qu'on a mené au Burkina Faso. Merci beaucoup à vous, honorable Jean Kissi du ECAR.